Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors excusez-moi si la qualité sonore n'est pas au top, parce que je suis pas dans mon studio habituel pour enregistrer là, j'ai besoin d'utiliser autre chose. Donc ça reviendra rapidement à la même qualité que d'habitude, mais on aura celle-là au moins pendant un ou deux podcasts. Alors, donc j'avais plusieurs sujets à traiter avec vous aujourd'hui. Alors juste avant d'oublier, allez faire un tour sur mon site parce que je sais que hier, quand le cours est sorti, les gens ont eu 2-3 soucis pour se connecter. Il n'y a pas de problème, là ça fonctionne bien, très bien même. Je pense que vous m'avez fait un peu péter le serveur à tous y aller en même temps quand le contenu est sorti. Mais là, j'ai contrôlé, il y a pas de souci. En fait, hier avant-hier, pour ceux qui m'écoutent à la sortie du podcast là, est sorti un cours sur l'obtention d'un corps de dieu grec. Alors c'est pas un truc putaclic marketing, hein, c'est vraiment une étude des statues grecques, des vases grecs, etc. Pour voir un petit peu quels sont les physiques, puis aussi des premiers livres sur la gymnastique, etc. qui ont été rédigés par les Grecs. Et de voir un petit peu comment, à l'heure d'aujourd'hui, on peut se rapprocher de ces corps, on va dire, sculptural ou parfaits. Parce que, en fait, à chaque fois qu'un corps masculin, en tout cas, est vu comme parfait, c'est souvent parce qu'il est inspiré de ces dieux grecs, de ces statues grecques. D'ailleurs, c'est pas vraiment la même chose, corps de dieux grecs et de statues grecques. Donc je vous invite à aller voir la petite vidéo YouTube que j'ai fait pour présenter ça. Sinon, allez voir directement le lien que je vous ai mis dans les notes de l'épisode là pour aller voir ça, quoi. Parce que vous avez de la matière et pas mal de choses que vous aurez pas vues ailleurs. Voilà. Allez, on passe au sujet du podcast. Le premier sujet, c'est le sucre est-il vraiment inflammatoire? Donc je vais d'abord lire et puis après on en parle un petit peu. Alors c'est un article de lanutrition.fr. C'est souvent en début de podcast leur article que je cite, parce que dans ma veille, c'est souvent eux qui sont en premier, en haut, par ordre alphabétique en tout cas. Et donc voilà. Donc le sucre est-il vraiment inflammatoire? Alors, petit résumé que je vous cite. Le sucre contribue à l'inflammation, notamment en déséquilibrant le microbiote et en favorisant la prise de poids. L'inflammation chronique est liée à diverses maladies. Le sucre peut également provoquer la formation de produits de glycation avancée, donc les AGE, augmentant l'inflammation. Pour réduire l'inflammation, il est conseillé d'adopter une alimentation à index glycémique bas, riche en fruits, légumes et oméga 3. Éviter les aliments ultra transformés et privilégier un régime méditerranéen peut également aider à diminuer l'inflammation. En fait, moi quand je vois ce genre d'article, qui en général la nutrition.fr ils sont plutôt du côté santé, nutrition, méthode naturelle, etc. tout en restant quand même un peu dans la mesure pour pas tomber dans le côté on soigne tout par la bouffe et rien par la médication. C'est pas non plus leur chemin. Mais on peut voir une forme d'ambiguïté où pourraient se jeter ceux qui vendent du sucre. Parce qu'il pourrait dire, ouais, mais le sucre en tant que tel, lui-même, n'est pas inflammatoire, c'est ce qui se passe ensuite. Oui, mais en fait, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est toujours ce qui se passe ensuite qui est dérangeant. À part ingérer un poison, et même le poison en tant que tel, quand il est là comme ça, il fait rien, c'est à partir du moment où il est dans le corps qu'il réagit. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Et vu que ce sont des chemins un peu détournés, on va dire, parce que en déséquilibrant le microbiote, donc ça va pas être instantané. C'est-à-dire que vous allez manger du sucre, bon, si il y avait que l'action sur le microbiote, il faudrait un certain nombre de jours pour que l'inflammation s'installe, même si on pourrait en détecter immédiatement. Mais je veux dire, pour que ce soit significatif en termes de symptômes ressentis, il faudrait peut-être 2-3 jours.
Pour la prise de poids, c'est pareil. La prise de poids, on le voit tous. On s'est pas mis à manger des gâteaux et le lendemain, on était obèse. Ça a mis un certain temps. Et en plus, c'est un cercle vicieux parce que le surpoids entraîne de l'inflammation cette inflammation entraîne du surpoids. Donc c'est vraiment un truc de fou. Bon, les produits de glycation avancée en se liant aux protéines, etc. Euh, Après, quand il parle de la diète qu'il faudrait faire pour justement aller à l'inverse de ça, euh, beaucoup de personnes vont se dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec les fruits? On en mange ou on n'en mange pas? Puisque le fructose, notamment les sodas et tout, c'est réputé pour être quelque chose de pas bon du tout, quoi, pro-inflammatoire, etc. Enfin bon. D'ailleurs, il recommande dans l'article de regarder le film Sugarland, la Sugarland, que je vous recommande aussi si vous arrivez à le trouver, à vous le faire expédier par un ami qui l'aurait en stock ou autre. Il est disponible, hein, il faut juste prendre son temps pour le trouver. Donc Sugarland, c'est un truc sur le sucre, là, un documentaire sur le sucre, mais un documentaire assez grand public, mais qui peut plaire à des publics pointus comme vous. Moi en tout cas ça m'a plu. Donc je vous le recommande. Mais il y a une grosse différence entre manger des fruits, où vous allez avoir des fibres, etc., et de manger et de boire un soda, quoi. Donc eux, pour réduire l'inflammation, ils disent index glycémique bas, riche en fruits, légumes et oméga 3, éviter les aliments ultra transformés et privilégier un régime méditerranéen peut également aider à diminuer l'inflammation. Ben oui, ça c'est encore une fois, c'est compliqué hein, aujourd'hui d'avoir vraiment un régime anti-inflammatoire même quand on fait du sport et tout, qu'on est averti, on a beau euh, se débattre comme on peut avec la bouffe transformée. Bon, logiquement, la bouffe transformée, on n'en a pas à la maison, mais ou en tout cas très peu ou très rarement. Mais cette nourriture anti-inflammatoire, surtout quand on fait de la muscu, on mange déjà pas mal de protéines. Alors déjà, c'est pour ça. Vous savez, quand on parle souvent de protéines maigres et de protéines grasses, moi je suis pas pour le 100% maigre, hein, attention. Hein. Des fois, je mange mon poulet avec la peau, voilà. Mais globalement, c'est plutôt du poulet, du blanc de poulet normal, enfin de l'escalope de poulet. Quoi. Pourquoi on recommande souvent des protéines maigres pour ceux qui font de la muscu? Parce qu'on en mange des quantités supérieure à la moyenne, parce que ben, on a une demande au niveau de notre pratique sportive qui est supérieure à la moyenne, donc on va manger plus de protéines. Donc si on ne fait pas attention aux acides gras, ben, on va vite se retrouver à avoir beaucoup d'acides gras en fait. Et pas forcément les meilleurs, puisque ceux de la barbaque, c'est pas forcément ceux qu'il nous faudrait pour... Enfin, c'est plutôt ceux qui sont pro-inflammatoires en plus, hein, surtout ceux du poulet, quoi. Donc c'est aussi pour ça, quand vous entendez protéines maigres, c'est pas que pour le tour de taille, c'est aussi pour ça, quoi. Et je vois là, petit truc. Mais sinon, les légumes, globalement, même chez ceux qui peuvent avoir un bon physique, quand je regarde un peu les diètes, souvent, il n'y a pas assez de légumes. Hein. Pourquoi il n'y a pas assez de légumes? Parce que si vous avez un appétit qui n'est pas un énorme appétit, vous avez faim, mais pas non plus un truc de fou. Quand vous avez mangé votre riz blanc et votre protéine, donc votre morceau de poulet et votre riz blanc, vous avez plus faim. Et si on vous met derrière ça 350 grammes de brocoli, vous allez un peu tirer la langue. Donc pour vous donner bonne conscience, vous allez ajouter du concentré de tomate ou une tomate à votre repas en pensant que vous avez fait le job. Ce qui est faux. Vous n'avez pas fait le job. Et il faut manger plus de légumes que ça. Parce que vous pouvez passer des années et des années à vous dire tout va bien. Et puis du jour au lendemain, vous commencez à avoir des douleurs bizarres, cheloues qui arrivent, ou une humeur un peu bizarre, ou des intestins qui commencent à vous dire tiens, je t'emmerde un peu parce que tu m'as trop maltraité pendant des années à consommer, à pas consommer suffisamment de fibres et tout. Et quand ça vous arrive, là, de faire marche arrière, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que vous pourrez bricoler pour aller un peu mieux, mais vous retrouverez pas l'état d'insouciance d'avant. Donc commencez à enrichir en fibres dès maintenant votre alimentation et quand je dis fibres, pensez végétaux, hein, n'allez pas vous dire flocons d'avoine et tout parce que effectivement il en faut, mais pensez surtout quand je dis fibres les légumes, pensez aux légumes verts, voilà, surtout les épinards, brocolis et tout. Il y a un moment donné, faut s'y mettre quoi. Même si je sais pour vous globalement 98% de ceux qui écoutent en consomment, mais c'est peut-être les quantités qui serait intéressant de vérifier. Et les quantités, c'est simple, quand on en mange assez, on s'en rend compte parce que ça coupe énormément la faim, quoi. Bref,
Le sujet suivant, c'est le sport qui serait plus efficace que les antidépresseurs. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est pas vrai? Bon. Alors, il y a une étude qui a, enfin, je ne sais même pas si c'est une étude, non, c'est 97 études, donc je vais vous lire, hein. Donc, l'anxiété et la dépression sont moins diagnostiquées et traitées que les maladies physiques, malgré l'impact de ces troubles mentaux sur la population mondiale. Bon, ça on le sait tous, globalement, ben déjà par un souci de regard, d'image de soi, d'être anxieux ou dépressif, on a un peu l'impression que c'est contagieux, donc même si ça l'est un petit peu quand même, hein, je pense que l'anxiété et la dépression peut déteindre un petit peu sur l'autre si l'autre est un peu fragile. Mais bon bref, c'est pas le sujet. On a, ce sont des mots MAUX qui sont euh, presque honteux à verbaliser. Même il y a pas de raison, mais ça l'est. En fait, tout le monde vit de l'anxiété, mais c'est honteux de le dire. C'est bon. Donc une étude de l'Université d'Australie méridionale a analysé 97 études portant sur 128 119 participants et a conclu que l'exercice physique est 1,5 fois plus efficace que les médicaments traditionnels et les thérapies classiques pour lutter contre l'anxiété, la dépression et la détresse générale. Donc roulement de tambour, le sport est 1,5 fois plus efficace que la médication. Mais c'est pas fini, hein, il va y avoir d'autres citations, mais juste je fais une petite parenthèse à ce moment-là. En même temps, est-ce que ça vous surprend énormément? Est-ce que ça vous surprend? Enfin, combien de maladies pourraient être corrigées en amont par du sport ou par un mode de vie, on va dire, actif? On pense par exemple à ceux qui se plaignent du dos, à ceux qui, je sais pas, qui auraient du surpoids, etc. Il y aura, les pilules, c'est souvent, ce sont ça vient traiter un symptôme, quoi. Donc mettre un coup de gomme sur une rature. Mais le problème, c'est que, enfin, c'est tout le texte qu'il faut revoir souvent. Mais bon, je continue. Les activités physiques prolongées agissent plus rapidement que les médicaments pour réduire les symptômes dépressifs. Plus l'activité est intense, meilleurs sont les bénéfices. Donc tous les sports peuvent être bénéfiques s'ils sont pratiqués régulièrement et avec intensité. Donc là, c'est bien de rassurer un petit peu tout le monde. Si vous êtes fan de tennis, de basket, de musculation, de course à pied, de skateboard, de wakeboard, de je sais pas trop quoi, peu importe, il faut que ça soit fait souvent et avec une certaine forme d'intensité. Pourquoi? Bon, on va voir par la suite. Les mécanismes par lesquels le sport agit incluent la sécrétion d'endorphines et la stimulation du système cérébral de la récompense. Les chercheurs s'étonnent que l'activité physique ne soit pas encore considérée comme un traitement de première intention pour les patients souffrant d'anxiété ou de dépression. Ils s'étonnent, moi non. Hein. Bah, pourquoi? Parce que c'est gratuit en fait. Donc en fait, t'enrichis personne. Enfin, j'aime pas penser que voilà, mais quand si jamais j'avais une société où je vendais des médicaments, ça m'ennuierait qu'une prescription gratuite soit plus efficace. C'est pas être complotiste, hein, c'est juste se dire bon bah attendez, si on, enfin je veux dire là il y a un manque à gagner énorme. S'il y a quelque chose qui marche mieux et qui est gratos, c'est problématique. Ou alors il faut que ces filiales ouvrent des salles de sport. Bon. Et vendent des abonnements remboursés par la Sécu. Mais si tant qu'il n'y aura pas ça, bref. Après, il y a aussi un médecin vous dirait que on recommande pas toujours le meilleur traitement. Enfin, le patient est averti du meilleur traitement, mais on ne recommande pas seulement celui-là. Donc le sport, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un taux d'engagement. Et le Toubib, ce qu'il veut, c'est que tu guérisses, que tu ailles mieux, que tu souffres moins. Et il sait que le taux d'adhésion de l'exercice physique et du régime, il est quasi inexistant chez la plupart des gens. Donc il dit, je vous donne aussi un médoc. Mais essayez de mieux manger et d'aller faire du sport. Ils vous disent toujours ça, hein, les médecins. Mais ils le savent en fait. Donc en première intention, c'est peut-être donné, mais en fait, nous on l'entend comme une seconde intention, voire un mode de vie annexe, et ce qui marche le mieux, c'est le médoc. Pourquoi? Parce qu'il y a même les médicaments, parlez à un médecin, le médecin vous dira que les médicaments, c'est une corvée même de faire des études sur les médicaments et tout, parce que les gens les oublient un jour sur deux, quoi.
Et donc du coup, comment vous voulez faire des études fiables si les gens les oublient un jour sur deux? Ou dès qu'ils commencent à aller mieux, ils arrêtent. Enfin bon, voilà quoi. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que euh, ça donne quand même pour ceux qui sont sceptiques sur le rôle d'un mode de vie sain sur la santé. Alors la santé mentale, c'est qu'il y a un effet, il y a un effet réel, quoi. Il y a un effet réel. Et attention, ça veut pas dire comment on fait si vous allez mal et que vous faites déjà du sport et vous avez une bonne diète. Enfin, si vous faites un sport et que vous avez quand même de l'anxiété ou une dépression, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre de médoc. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, mais dites-vous que ça peut être une aide. Et cette aide, si elle ne vient pas, possiblement, parce que la sécrétion d'endorphine, je sais pas si vous avez remarqué, mais on la ressent pas à chaque séance. On la sent au cours des séances où on est allé taquiner un petit peu ses limites. Et les endorphines, je sais plus où j'avais vu ça, mais c'était une réflexion que j'avais eue et que j'avais lue aussi certainement, hein, parce que j'invente pas des choses. Les endorphines que vous ressentez aujourd'hui après une séance de muscu, initialement, elles étaient là pour lors d'un combat. Admettons, vous êtes face à quelqu'un de plus fort que vous à la période préhistorique ou j'en sais rien. Vous vous fightez avec la personne ou avec la bestiole. Elle vous met une rouste. Par exemple, elle vous déchique un morceau de jambe. Bon, faut bien rentrer, allez vous cacher. Votre corps, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? En fait, il sécrète des endomorphines pour anesthésier un peu cette douleur, vous donner suffisamment de gouache et entre guillemets, d'effets apaisants. En tout cas, vous ressentez pas la douleur à la jambe et vous pouvez aller vous planquer dans votre grotte. Bon, aujourd'hui, pourquoi on sécrète des endorphines? Parce qu'en fait, c'est un peu la même chose. Le corps, il se rend pas compte qu'on est en train de le rendre plus esthétique avec des barres et des haltères. Lui, ce qu'il se rend compte, c'est qu'il subit une agression. Une agression où, quand vous faites des squats, vous êtes en train de lui casser la figure, en gros, hein, en faisant des micro-traumatismes dans les quadrilles, les fessiers, les ischios, les mollets, etc. Vous êtes en train de faire des micro-traumatismes. Et lui, quand vous arrivez à bout, à la fin de la séance, il sécrète des endorphines, pour que vous puissiez rentrer à la maison. Donc vous avez les jambes flagada, mais vous avez pas mal en fait, et vous vous sentez plutôt bien. Et c'est un petit peu l'image du combat, quoi. À la salle, vous vous êtes battu avec des barres et des haltères, mais lui, il fait pas la différence. Il pense que vous êtes battu réellement, qui est vraiment un gros traumatisme. Et donc du coup, il vous protège et vous permet de rentrer à la grotte, quoi. Donc à la maison. Et ça, pour aller les chercher, ces endorphines, il faut quand même aller taquiner ses limites. Donc c'est pour ça que quand ils disent le sport intense, mais après c'est un petit peu biaisé parce que beaucoup de personnes qui sont anxieuses ou en dépression ont peur d'aller vers un sport intense parce qu'ils s'en sentent pas capables en fait. Mais c'est justement parce qu'ils s'en sentent pas capables qu'ils n'y vont pas et c'est un cercle vicieux et ils s'enterrent. Il faut juste à un moment donné se dire ok je suis pas capable, mais je mets un pied devant l'autre, j'essaye de monter un degré d'intensité à chaque fois et en fait pour retrouver de la confiance parce que c'est ça, ils perdent complètement confiance, il faut les ramener vers de la confiance. Bref, sujet suivant. Vous avez entendu parler récemment dans 2 ou 3 podcasts que je râlais un petit peu que dans toutes les émissions de télé-réalité ou de télé tout court, on se concentre toujours chez les 95% des gens qui font du surpoids, qui reprennent leur poids après un régime, et jamais sur les 5% qui restent et qui, eux, n'ont pas repris de poids. Vous avez tous entendu dans une émission un médecin ou un nutritionniste ou quelqu'un qui fait autorité, diplômé, etc., dire « ça sert à rien de faire un régime, 95% des gens qui font des régimes reprennent tout leur poids, voire plus, après. » Ok, mais ils font... Et les 5% qui réussissent, on n'en parle pas? Enfin, moi, c'est toujours ça qui me dérange. On le sait très bien que le surpoids, c'est dérangeant. Oui, ça dérange beaucoup de personnes. De perdre du poids, c'est difficile. Et que de rester mince, c'est très difficile. On le sait. Et qu'il y a peu d'élus. Et ces élus, c'est pas la génétique ou quoi que ce soit. Hein, puisque si c'était la génétique, ils n'auraient pas été en surpoids, les pauvres. Donc du coup, c'est bien qu'ils mettent des choses en place, à la fois dans leur tête et dans leur quotidien, pour pas reprendre ce poids. Et c'est quoi? Et ben là, pour une fois, il y en a qui se sont intéressés à ce sujet-là pour donner des réponses. Donc c'est quoi qui marche pour perdre du poids?
Donc une nouvelle étude analysant les données de plus de 20 000 adultes américains établit un lien entre un régime alimentaire plus sain et une activité physique accrue avec une perte de poids réduisant le risque de maladie cardiaque. En revanche, donc sauter un repas, prendre des pilules amaigrissantes sur ordonnance, sont associés à une perte de poids minimale, au maintien du poids ou à une prise de poids. Donc c'est encore pire quoi. Selon l'étude mentionnée, les meilleures méthodes pour perdre du poids et réduire le risque de maladie cardiaque comprennent, et là il donne les trucs, adopter un régime alimentaire sain en privilégiant les aliments riches en nutriments, en fibres, en protéines et en graisses saines, tout en réduisant les aliments transformés, les sucres ajoutés et les graisses malsaines. Deuxième conseil, augmenter l'activité physique, pratiquer régulièrement des activités physiques modérées à intenses, donc pas basses, hein, c'est toujours modéré à intense, comme la marche rapide, la course à pied, la natation, le vélo ou le sport d'équipe. Donc la petite promenade du pipi du chien où vous marchez à 2 à l'heure, ça marche pas. Hein. Il faut à la limite un peu trotter, enfin marcher plus rapidement quoi. Puis les animaux ils suivent en général, sauf si vous avez acheté un chien qui peut aller dans une litière. Donc la course à pied, la natation, le vélo ou le sport d'équipe. Après, troisième point, éviter de sauter des repas. Manger régulièrement et ne pas sauter de repas pour éviter les fringales et les mauvais choix alimentaires. Alors moi, je rajouterais notamment des fringales alimentaires au mauvais moment. Parce que vous savez, ce foutu cercle vicieux qui est je mange trop le soir, donc du coup le lendemain matin, je saute le repas par culpabilité, pareil, par effet compensatoire. En me disant en sautant je vais rester à jeun, donc je vais jeûner, donc je vais tamponner et compenser la déconnade de la veille, sauf qu'en fait on fait que reproduire le même schéma le soir même parce qu'on a faim vu qu'on a sauté le petit déjeuner, etc. Donc si vous êtes dans cette boucle infernale et infinie en pensant que vous compensez rien parce que vous faites de la rétention d'eau et du bide, si vous craquez ce soir, tant pis, demain matin prenez quand même un bon petit déj en fait pour couper la boucle sans fin tout de suite. Alors vous allez culpabiliser, vous dire mais j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger, j'ai craqué hier soir. Ouais mais faites-le quand même. Mangez quelque chose pour recaler votre métabolisme sur un rythme plus normal, c'est-à-dire de manger quand il fait jour quoi. Et le dernier point, le quatrième, c'est éviter les méthodes non fondées sur des preuves, ne pas compter sur les pilules amaigrissantes sur ordonnance, les régimes... Là déjà, ça me fait bizarre, parce que éviter les méthodes non fondées sur des preuves, ne pas compter sur les pilules amaigrissantes sur ordonnance. Donc en fait, les pilules amaigrissantes qui sont sur ordonnance, donc pour moi sur ordonnance, je veux dire qu'il y a quand même derrière un travail qui a été fait au niveau de la science ou de la recherche, je sais pas comment on dit, pour se dire, parce que si c'est sur ordonnance, ça veut dire que c'est, enfin bon, voilà quoi, c'est le Toubib qui donne ça, et c'est pas fondé sur des preuves, ça me fait assez étrange. Donc les régimes à très faible teneur en glucides ou les diètes liquides, qui sont insoutenables sur le long terme. Alors oui, je suis d'accord, mais un régime, encore une fois, n'est pas une méthode long terme. Un régime est une méthode court terme pour atteindre son poids cible, ou retrouver un poids santé, ou faire une sèche, admettons, et après, on maintient une diète saine. C'est-à-dire qu'une diète, quand ils disent très faible en glucides, ça passe pour une période de sèche. Mais c'est pas une période de toute une vie, une sèche. C'est une période temporaire, quand on a envie de s'affiner un peu, et derrière, on va pas faire un effet rebond. En fait, les effets rebonds des régimes, c'est des gens qui pensent qu'il y a un après-régime similaire à l'avant-régime. Alors oui, si vous êtes déjà dans un mode de vie sain, votre après-régime peut être le même. Mais dans le monde de la muscu, on fait souvent des oscillations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va chercher à prendre de la masse musculaire, à perdre du gras. Enfin bon, voilà, on joue un peu avec sa diète. Mais si on est en maintien tout le temps et qu'on a une diète saine, au pire des cas, on met un petit coup de collier de temps en temps pour avoir plus les abdos apparents. Mais après, on revient à sa diète initiale qui est une diète de maintien saine avec des aliments sains. Ceux qui craquent après une diète, c'est ceux qui ont jamais eu un mode de vie sain en fait. C'est-à-dire qu'ils font une diète. Et derrière, en fait, ils vont se remettre à manger n'importe quoi. C'est parce qu'ils n'ont pas câblé encore leur pensée suffisamment pour comprendre que il n'y a pas de façon de manger sainement avec des pizzas, de la pâte à tartiner. Ça n'existe pas, en fait. Ça, ce sont des aliments plaisir qui viennent être ponctuels dans la semaine. Je ne sais pas à quel moment vous allez les consommer de manière ponctuelle, mais ça n'est pas quelque chose de tous les jours. Et les gens attendent une méthode qui fasse maigrir, mais qui permette ensuite de remanger des féculents en sauce à tous les repas et sans reprendre du gras. Mais ça, c'est pas possible. C'est une quête
improbable, qui n'existe pas. En tout cas, si ça existe et ça fonctionne, ça ne fonctionnera chez des gens qui n'ont pas besoin de faire de régime. Donc du coup, ça, ils ne se poseront même pas cette question-là. Et tôt ou tard, ils auront des problèmes de santé, mais c'est pas possible. Voilà. Et je sais que les trois quarts des gens qui ont un surpoids, qui ont du mal à perdre, etc., souvent c'est des problèmes de féculents. C'est rarement des problèmes que de sucre. Ils vont dire, mais moi je mange pas beaucoup de gâteaux. Ouais, mais en fait, quand on regarde leur diète, ils ont du pain, des féculents. C'est un peu ce qui domine dans leur diète, quoi. Oui, mais... Et après, ils disent, c'est pas les glucides le problème. Mais bizarrement, quand on leur réduit, ils perdent. Et c'est pas un problème de calories ou quoi que ce soit. Hein. Puisque ces calories-là, on le sait aujourd'hui que toutes les calories ne se valent pas. Si vous mangez 500 calories de protéines ou 500 calories de glucides, il n'y aura pas les mêmes effets sur le corps. Même si ça reste 500 kilocalories. Je suis d'accord avec vous. Mais les effets sur le corps ne seront pas les mêmes. Bref. Donc voilà un petit peu les choses. Mais je vous apprends rien. En fait, les 5% qui font ce qu'il faut, c'est ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire du sport, manger sainement, etc. quoi. Et éviter les méthodes à la con. Mais les méthodes à la con, il faut pas chercher à lutter contre. Je pense qu'il y a des gens, à un moment donné, ils se rendront compte d'eux-mêmes que, ils ont un rôle à jouer et que, parce que, je sais pas qui entretient le facteur génétique. C'est-à-dire que le facteur génétique, ça rentre en compte dans le surpoids, on est d'accord, mais ça dépasse pas les 20%, je crois. C'est un truc, c'est minime. Donc il y a quelqu'un ou quelque chose qui entretient le facteur génétique et qui fait que quand les gens échouent dans leur régime, alors quand ils tombent dans l'émotionnel du coup, oh je suis foutu, je suis pas fait pour ça, chez moi ça marche pas, ils mettent le côté génétique et donc du coup ils se sentent complètement démunis. Et en fait si vous mettez de l'émotion liée à un échec, les gens ont l'impression de se sentir totalement isolés. C'est-à-dire, le problème qui m'arrive, ça n'arrive qu'à moi. C'est-à-dire que je suis composé de cellules particulières qui ne réagissent pas du tout de la bonne façon. Donc du coup, je suis condamné à avoir de la cellulite, des poignées d'amour, le bide gras, etc. Et un coup un double menton. Quoi. Et ça, en fait, c'est détourner le problème, c'est-à-dire de se dire, je suis pas responsable de ça. C'est quelque chose qu'on va, voilà, la Terre m'a mis sur, enfin mes parents m'ont mis sur terre avec ces gènes-là, je n'y peux rien, et voilà. Non, en fait, non. C'est juste que votre alimentation, l'alimentation qu'il faudra suivre, n'est pas la même que celui qui peut être sec en mangeant des pizzas. C'est tout. C'est tout. Voilà. Bon. Je sais que c'est pas agréable toujours à entendre, mais c'est un petit peu la réalité. Et on peut avoir dans un même foyer, c'est ça le pire, hein, d'avoir elle qui peut manger super calorique et tout, elle prend pas un pet de gras, et lui qui mange à peine, s'il mange un peu de féculent le soir, tout de suite ça verrouille sa perte de graisse. Ou l'inverse. Et ça rend fou l'autre en fait. Pourquoi ? Parce que dans les placards il y a plein de saloperies, parce que celui qui prend pas de poids il va pas se priver. Enfin il ressent pas le besoin de se priver ou de ralentir la malbouffe. Parce que le mot privé, il est péjoratif aujourd'hui, mais moi j'aime bien quand même des fois dire oui, il y a des fois c'est privé quoi. Il faut priver un peu parce que si on prive rien, ben ça fait n'importe quoi. Et c'est très compliqué dans des cas comme ça. Quand il y a des gosses avec les gâteaux et tout dans les placards, bon, ça j'avais donné des astuces d'ailleurs pour ça. Mais bon oui, c'est à un moment donné, oui, il y a des efforts à fournir. Il n'y a pas de méthode simple en fait. Quand on est en surpoids ou quand on doit maintenir un poids de forme, il n'y a pas de méthode simple, du moins au début. Après, quand ça devient vos habitudes de vie, bon, ça y est, c'est rodé. Et puis le sport, il fait pour beaucoup. Hein, quand vous avez un sport intense, régulier, ça y participe tellement que voilà quoi. Mais bon, j'ai un peu trop parlé. Quels sont les secrets pour obtenir un corps de statut grec ? Est-ce que vous savez, vous, ce que c'est les secrets pour obtenir un corps de statut grec ? Alors, titre un peu putaclic, je sais, mais j'assume, c'est le jeu sur Internet, même si je pense pas en profiter vraiment outre mesure de ces choses-là. Donc vous savez que les proportions harmonieuses de la musculature des Grecs
Et la musculature athlétique caractérise l'idéal de beauté des corps grecs de l'Antiquité et continue d'inspirer les hommes d'aujourd'hui en symbolisant force, virilité et santé. Même si virilité aujourd'hui, c'est tu te fais péter les genoux quand tu commences à prononcer la première syllabe. Mais bon, moi je voulais en parler quand même parce que c'est quelque chose qui a créé dans l'inconscient masculin, en tout cas, l'idéal, et même féminin, hein, l'idéal de beauté chez l'homme. Et on va voir un aperçu passionnant de la gymnastique antique et de l'idéal de beauté grecque, les programmes d'entraînement complet adaptables à tous les niveaux avec ou sans matériel d'ailleurs, les conseils diététiques pour compléter votre transformation physique, une approche holistique qui allie corps et esprit pour un développement équilibré, les muscles et les proportions à développer et toutes les notes. Enfin, franchement, vous avez de la matière là, vous avez du contenu. Allez faire un tour là, au moins pour juste sur les notes là pour voir ce qui vous attend. Voilà. Si vous avez vraiment envie de vous développer physiquement à la façon d'une statue grecque Héraclès ou autre, allez voir ça parce que c'est vraiment basé sur comment eux faisaient pour s'entraîner à l'époque. Parce qu'il y a des livres hein, qui ont été des... Alors c'est en latin, mais d'ailleurs j'en ai à la maison. Et je me suis basé là-dessus pour préparer les cours et puis sur ce qui est disponible aussi dans la littérature autre pour vous aiguiller là-dessus, quoi. Donc vous avez le lien en description. Sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.